Wyoming, au cœur des montagnes escarpées de l'Ouest, par un matin de fin d'été 1868. Robert Boone, ancien soldat de la guerre de Sécession, vivait dans un exil solitaire, fuyant le monde qu'il avait autrefois servi. Sa femme et son enfant avaient péri dans une fusillade des années auparavant, et il portait leurs souvenirs non comme une blessure, mais comme un fantôme qui modelait chacun de ses silences. Pour échapper aux hommes et aux regrets, il avait cherché refuge dans cette ancienne station militaire transformée en cabane, dissimulée parmi les pins et le granit. Par une aube glaciale, Robert fut tiré du sommeil par une silhouette étrange qui se découpait sur l'arête du toit, rigide dans la lumière blafarde du matin. Il sortit, les aiguilles de pin craquant sous ses bottes durcies. Et il la vit. Une femme blonde, suspendue et immobile à la poutre faîtière, les pieds ballants, ses cheveux frôlant les lettres calcinées gravées dans la porte en contrebas. Amante d'Apache. Son estomac se noua. Il s'approcha, le cœur battant, tandis que le ciel derrière lui était encore à demi sombre. L'odeur âcre et accusatrice du bois brûlé lui piqua les narines. Il porta la main à son revolver pour réaliser aussitôt qu'il n'avait aucune volonté de tirer. Tuer n'était plus ce qu'il craignait le moins. Pas ici, pas maintenant. En se penchant, il vit sa poitrine se soulever et s'abaisser, d'un rythme lent et inégal. Elle n'était pas morte. Elle se mourait. Sa peau était pâle, ses joues maculées de terre et de sang séché, ses yeux fermés. Sa respiration était faible, mais elle était en vie, sans l'ombre d'un doute. Robert cligna des yeux, traversé par une vague d'incrédulité. Il se plaça sous ses bras et la souleva, sentant son poids s'appuyer sur sa force, fragile comme un oiseau. Il la chargea sur son épaule avec une précaution méthodique, ignorant la douleur de ses muscles peu habitués à la tendresse. Alors qu'il descendait la pente derrière la cabane, le monde parut basculer. La forêt retenait son souffle, puis le silence fut brisé par la détonation sèche d'un coup de feu, suivi d'éclats qui firent trembler les pins. Lointain, pressant, menaçant. Quelqu'un savait qu'elle n'était pas morte. Quelqu'un l'avait vue, ou peut-être la traquait. Robert resserra sa prise sur la femme inconsciente, sentant son pouls voleter contre son dos. Il n'hésita pas. Il se mit à courir, ses bottes dérapant sur les pierres, les branches griffant son manteau, en direction de l'appentis qu'il avait bâti près d'un ruisseau caché. La sécurité n'était qu'à quelques longues minutes, mais durant ce temps, chaque pas était une prière ou une malédiction. Lorsqu'il atteignit la lisière de la clairière, son abri de fortune droit devant, il osa espérer que personne ne les avait suivis. Il la déposa avec douceur sur un lit de fourrure et de couverture. Ses cheveux, emmêlés et dorés, se répandirent sur les peaux comme un rayon de soleil piégé dans le tissu. Il s'agenouilla et lui releva le menton. Ses cils papillonnèrent. Elle prit une inspiration plus profonde, un unique soupir tremblant. Il expira sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. Dans l'air calme, les seuls sons étaient sa respiration rauque et l'écho lointain de la peur par-delà les arbres. Agenouillé dans la lumière du matin, il écoutait son souffle comme si c'était un secret que lui seul avait le droit d'entendre. Il ne pouvait pas encore penser à la suite, à qui avait fait ça, ni pourquoi. Il savait seulement qu'elle était en vie et qu'il ne la laisserait pas mourir, ni par le bois, ni par la flamme, ni par la vengeance. Dehors, la forêt semblait vibrer d'une vie nouvelle, les pins murmuraient au-dessus de lui, et les coups de feu s'éteignent.
Et Robert écoutait, le cœur battant, attendant qu'elle ouvre les yeux. Elle brûla de fièvre le premier jour et le suivant. Robert fit ce qu'il put. Il nettoya ses blessures, lui rafraîchit le front avec l'eau fraîche du ruisseau et pansa ses membres avec des bandes de lin déchirées dans de vieilles chemises. Elle ne s'agita qu'une seule fois, murmurant un nom comme une corde brisée qui se répétait dans le vent. Guru Hambour. Le son hantait le silence. Cette nuit-là, tandis que le feu crépitait doucement, elle se réveilla en panique. Ses bras s'agitèrent. Son souffle devint court. Elle hurla et porta les mains à son cou, griffant quelque chose d'invisible. « Éloignez-vous. Laissez-moi partir. Je mourrai avant que vous ne me repreniez. » Robert réagit vite, lui saisissant les poignets, sans brutalité mais avec fermeté. Elle se débattit violemment, les dents serrées, donnant des coups de pied désespérés. « Vous êtes en sécurité, » dit-il calmement. « Vous n'êtes plus là-bas. » Elle ne le crut pas. Ses yeux, remplis de terreur, balayaient la pièce. Puis elle se jeta vers la cheminée, cherchant à saisir la lame qu'il utilisait pour fendre le bois d'allumage. Il l'attrapa par la taille et la tira brusquement contre lui. « Non, » dit-il à voix basse, « pas comme ça, pas après avoir tenu si longtemps. » Son corps tremblait, sa respiration était saccadée. Un instant, elle s'affaissa dans ses bras, comme quelqu'un qui, après une course effrénée, réalise qu'il reste encore du chemin à faire. Il relâcha son étreinte. Elle se tourna lentement, sa voix rauque et méfiante. « Qui êtes-vous? » « Je m'appelle Robert Boone. C'est chez moi, ou ce qu'il en reste. »« C'est vous qui m'avez trouvé? » Il hocha la tête. Elle baissa les yeux, s'assit sur le sol, les jambes repliées sous elle, les bras enroulés autour de sa poitrine, comme une enfant qui se protège. Puis, après un long silence, elle murmura. « Je m'appelle Annabeth. Annabeth Crawley. » Robert se figea. Crawley. Le nom le frappa comme une balle de mousquet en pleine poitrine. Il ne l'avait pas entendu depuis des années, mais il avait été autrefois inscrit sur des ordres qui envoyaient des mercenaires en territoire apache. Des ordres signés par Nathaniel Crawley, baron de plantation, seigneur du bétail et purificateur autoproclamé des frontières. Annabeth continua, inconsciente du trouble de Robert. « C'est mon père, » dit-elle d'un ton neutre. « Où c'était? » Robert ne dit rien. « Je me suis enfui, il y a des années, après qu'il m'a frappé pour la dernière fois. » Sa voix se serra. « Je n'ai pas seulement fui, j'ai suivi quelqu'un, Tahoma. Il m'a sauvé alors que je saignais dans le ruisseau derrière nos terres. Il m'a dit que je n'étais pas l'ennemi, que personne ne n'est ennemi. » « Vous l'aimiez, » dit doucement Robert. Elle acquiesça. « Nous vivions dans les canyons loin de tout. J'ai appris sa langue, j'ai porté les perles de sa mère, j'ai dormi sous les étoiles. » Une larme coula sur sa joue. « Ils sont venus nous chercher l'hiver dernier, des hommes blancs. J'en ai reconnu certains, des hommes payés par mon père. Ils nous ont tendu une embuscade. » Elle secoua la tête, comme si nier le souvenir pouvait le tuer. « Tahoma est mort en me protégeant. Je l'ai vu tomber. Je n'ai pas crié. Je ne pouvais pas. »« Ils vous ont emmené? » dit Robert. Elle releva sa manche. Les bleus s'étaient estompés, mais pas les brûlures. « Ils m'appelaient sorcière, putain, amante d'Apache. Ils disaient que je faisais honte à mon sang. Ils m'ont attaché, traîné de ville en ville.
Puis ils m'ont laissé là, pendu. Sa voix se brisa, pour s'assurer qu'aucune fille n'essaierait plus jamais d'aimer quelqu'un comme lui. Robert la regarda, la mâchoire crispée. Le feu siffla. Ses mains s'étaient transformées en poings avant même qu'il ne s'en rende compte. Son histoire réveillait quelque chose de vieux et d'amer, des souvenirs de feux de camp trop proches de la fumée et du sang, d'enfants hurlant dans des langues que personne ne prenait la peine de comprendre. Annabeth se tut. Ses yeux s'alourdirent d'épuisement et d'humiliation. Vous pouvez me haïr, murmura-t-elle. Tout le monde le fait. Robert s'assit à côté d'elle, fixant les flammes. Sa voix n'était qu'un souffle. Je ne vous hais pas. Elle se tourna lentement vers lui. Vous pensez que j'ai trahi les miens? Non, dit-il. Je pense que ceux qui disent ça n'ont jamais su à quoi ressemblait l'amour. Elle cligna des yeux. Sa lèvre trembla. J'aurais dû mourir avec lui. Robert attrapa le tisonnier, remua les braises et murmura sans la regarder. Vous ne l'avez pas fait, et ce n'est pas une trahison. C'est de la survie. Seuls les lâches craignent une âme assez courageuse pour aimer par-delà une frontière. Annabeth enfouit son visage dans ses mains, et pour la première fois depuis que son monde avait brûlé, elle pleura sans honte. Le feu mourut lentement cette nuit-là, projetant de longues ombres tremblantes sur les murs de bois. Dehors, sous la lune, Robert était assis, une tasse de café noir intacte à la main. Son regard était perdu dans la forêt, mais il ne voyait ni les arbres ni les étoiles. Il voyait le feu. 15 ans plus tôt, les flammes avaient dansé plus haut que les toits du village. Les cris avaient été plus forts que les détonations des fusils. Robert s'était tenu à la lisière d'un campement apache en flammes, un campement que son unité avait reçu l'ordre de ne pas attaquer. Mais cela n'avait eu aucune importance pour les hommes aux torches, ivres de haine et de sang. Le village était un allié, paisible, des femmes et des enfants pour la plupart. Mais ils étaient trop proches du ranch des Crowley et les rumeurs de métissage avaient suffi à attirer les flammes. Il était retourné sur les lieux une fois la poussière retombée, cherchant des survivants. À la place, il avait trouvé sa femme, effondrée au bord de la rivière, touchée par une balle perdue. Sa fille gisait inerte à ses côtés, prise dans la frénésie. Elles étaient venues en visite, apporter de la nourriture à une amie sage-femme. Mauvais endroit, mauvais jour. Mauvaise couleur de peau, peut-être. Personne n'avait jamais répondu. L'homme qui avait mené cette purge, qui avait signé la carte et désigné les cibles, s'appelait Clayton Radix. Le même fanatique qui avait un jour déclaré que les métis et les sympathisants devaient être éliminés. Le même homme dont la haine n'avait besoin d'aucune justification, juste d'une allumette et d'une raison. Robert avait enterré sa famille de ses propres mains. Puis, il avait disparu dans les montagnes, jurant de ne plus jamais lever une arme, de ne plus jamais prendre parti, de ne plus jamais faire partie d'une guerre. Jusqu'à aujourd'hui. Dans la cabane, Annabeth dormait d'un sommeil agité. Sa fièvre était tombée, mais pas ses cauchemars. Ce matin-là, elle avait trouvé son vieux fusil sous le plancher. Elle le lui apporta, l'air confuse et distante. « C'est à vous? » Il acquiesça. La détente est partie. Il l'avait enlevé le jour où il avait enterré sa fille, laissant le métal dans la terre à côté d'elle, un vœu qu'aucune balle ne pourrait réécrire. « Je ne tire plus, dit-il. Elle le dévisagea. Même s'ils reviennent pour moi? Il ne répondit rien. Elle n'insista pas, lui tendit le fusil inutile et s'éloigna,
les épaules lourdes de toutes les batailles qu'elle n'était pas prête à mener. Cet après-midi-là, Robert se mit à reconstruire un vieil abri plus profondément dans les bois, une cabane de chasseur à moitié en ruine qu'il avait abandonnée depuis longtemps. Il répara le toit, défricha les broussailles et remplaça la porte brisée. Il étendit de nouvelles couvertures, reconstruisit le foyer de ses mains nues, pas parce qu'elle l'avait demandé, parce que cela lui donnait de l'espace, parce que cela lui rendait sa dignité. Quand elle découvrit l'endroit le lendemain matin, elle resta silencieuse sur le seuil, contemplant le petit potager qu'il avait commencé à aménager. Des rangées de germes de pommes de terre, des brins de thym, des oignons sauvages. La guérison ne viendrait pas vite, mais elle viendrait. Annabeth se tourna vers lui, les yeux écarquillés et humides. « Vous avez construit ça pour moi ?» Il hocha la tête. « Je n'ai jamais rien demandé. Vous n'en aviez pas besoin. » Un long moment, elle ne dit rien. Puis elle entra dans la cabane, s'assit au bord de la couche et fixa le sol à l'extérieur, comme s'il contenait les os de son passé. Il vit ses épaules trembler, puis, lentement et sans un bruit, elle se mit à pleurer. Non pas les sanglots sauvages du deuil, mais le soulagement douloureux et silencieux de quelqu'un qui ne s'était pas autorisé à pleurer depuis que la mort avait frappé à sa porte. Robert ne parla pas. Il ne s'approcha pas. Il la laissa être. Il ne s'agissait pas d'être sauvé, il s'agissait de survivre. Ensemble, mais seuls quand il le fallait. La forêt murmurait autour d'eux, et pour la première fois depuis des années, l'homme qui pensait n'avoir plus rien à donner donna quelque chose de plus durable que des balles. Il lui offrit un abri. Il lui offrit la paix, et en retour, elle lui offrit les premières larmes de la confiance. Ce matin-là, le vent transporta plus que des aiguilles de pin. Il transporta des voix, basses, lointaines, chargées de colère. Les rumeurs se propagèrent vite, mais les mensonges voyagèrent encore plus vite, et à midi, ils parvinrent aux oreilles d'hommes qui n'attendaient qu'un prétexte pour nettoyer la terre par le sang. L'amante d'Apache respirait encore. Assis dans un saloon enfumé à 2 villes au sud, les bottes sur la table et une bouteille à la main, Clayton Radix entendit la nouvelle. Un cavalier des contreforts avait vu quelque chose, un éclair de cheveux blonds près de l'ancienne station, un étranger se déplaçant dans les bois. Radix se leva lentement. Sa main tressaillit près de son revolver. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Le cavalier acquiesça. « Un montagnard la cache. Un de tes anciens gars a vu les traces. Des empreintes de femmes, petites, récentes. » Le sourire de Radix était plein d'une vieille haine. « C'est un fantôme que nous aurions dû brûler la première fois. Finissons-en correctement. » À la tombée de la nuit, il avait scellé 6 cavaliers. Pas d'insigne, juste des hommes qui haïssaient le silence et le sang mêlé. Pendant ce temps, dans les collines, on frappa à la porte de Robert. Il ouvrit, la main derrière le chambranle. Un marchand local se tenait nerveusement sur le seuil. Chapeau bas. « Je ne veux pas d'ennui, Boone, mais tu devrais savoir. Il y a une prime discrète, payée en pièces et en bétail. La tête de l'amante d'Apache, ça rapporte gros. » Robert ne dit rien. Le marchand baissa les yeux, honteux. « Je t'ai vu une fois avec elle, près du ruisseau. Je me suis dit que tu devais savoir ce qui t'attendait. » Il partit aussi vite qu'il était venu. À l'intérieur, Annabeth avait tout entendu. Elle fit son sac avant même que Robert ait pu parler. Ses mains tremblaient, mais pas sa voix. « Je dois partir. »
Ils te tueront s'ils me trouvent ici. Ils te tueront si tu pars. Elle le regarda, les yeux durs. Vous m'avez sauvé une fois. Je ne vous demande pas de le faire une seconde fois. Assez. Robert prit une profonde inspiration et s'avança. J'ai perdu une femme et un enfant parce que j'ai suivi les ordres. Je suis resté immobile quand j'aurais dû parler. J'ai regardé le feu tout prendre et j'ai appelé ça le destin. Je ne referai pas la même erreur. Elle ouvrit la bouche, mais il n'avait pas terminé. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes un être humain. Et j'en ai fini de prétendre que le monde peut décider lesquels méritent d'être protégés. Ses épaules s'affaissèrent, mais son regard ne fléchit pas. Ils viendront. Je sais, dit-il. Cette nuit-là, Robert partit seul dans les bois. Il se déplaçait comme une ombre, silencieux, méthodique, invisible. Il n'avait pas touché une arme depuis des années, mais il n'avait pas oublié comment survivre. Il posa des pièges, non pour tuer, mais pour ralentir. Des fils d'alarme faits de vieilles boîtes de conserve, des branches piégées le long de la crête, un périmètre de dissuasion, pas de violence. Quand il revint, le ciel commençait à se teinter d'aube. Annabeth attendait près du feu, les doigts serrés autour d'une tasse de thé refroidi. Vous auriez pu fuir, dit-elle doucement. J'aurais pu, répondit-il. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il la regarda longuement. Parce que j'ai vu des hommes se battre pour posséder, pour dominer, pour enchaîner. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Alors pourquoi? Il posa une main sur la table entre eux, sans la toucher, juste assez près. Je veux juste que vous viviez. Elle ne dit rien. Sa gorge était trop serrée pour les mots. Personne ne lui avait jamais dit ça. Les gens l'avaient voulue silencieuse, loyale, utile, belle. Personne n'avait simplement voulu qu'elle respire. Et à cet instant, pour la première fois de sa vie, Annabeth Crowley n'eut pas l'impression de fuir. Elle se sentit exister. Derrière eux, la forêt restait calme, mais au-delà des crêtes, des battements de sabots commençaient à se faire entendre, faibles, mais de plus en plus proches. La guerre n'était pas finie, mais eux non plus. Le vent tourna après le coucher du soleil. Robert le sentit le premier, pas dans les arbres, mais dans ses entrailles. Il se leva et vérifia les pièges. 3 étaient déclenchés. Pas un son, pas un avertissement, mais quelqu'un était passé prudemment, délibérément. Il retourna à la cabane et ouvrit la porte sans un mot. Annabeth leva les yeux du feu. Ils sont là? Demanda-t-elle. Robert acquiesça. Restez à l'intérieur. Pas de lumière, pas de bruit. Elle se leva. Je peux aider. J'ai plus besoin que vous soyez en vie que de votre aide. Et il disparut, fondu dans les bois comme une ombre. 3 hommes se déplaçaient dans la forêt avec des couteaux de chasse et une corde. L'un avait une balafre sur la joue, un autre boitait. Le troisième portait une bouteille de kérosène et un nœud coulant. Robert prit de la hauteur, accroupi parmi les racines de pin, observant. Les hommes chuchotaient en rampant vers l'abri reconstruit, leur rire étouffé. Je parie qu'elle est jolie quand elle supplie. Encore mieux si elle est à moitié morte. Plus facile à pendre. Robert agit vite. Il se laissa tomber derrière le dernier et frappa fort, le coude à la gorge, la lame au poignet, juste assez pour l'assommer. Le deuxième se retourna,
recevant un coup de poing en pleine mâchoire avant de pouvoir lever son arme. Mais le troisième aperçut le mouvement et cria en sortant un revolver. Un coup de feu déchira la nuit. Dans la cabane, Annabeth l'entendit. Elle se figea, puis attrapa la lanterne à huile, le silex et une idée désespérée. Dehors, Robert se battait comme un homme qui haïssait la violence, mais la comprenait trop bien. Il esquivait, roulait, frappait. Mais ils étaient maintenant 2 contre 1, les lames brillant dans la pénombre. Puis vint la lumière, non pas de la lune, mais des arbres. Des flammes rugirent dans les broussailles sèches, une soudaine floraison d'or. Le feu qu'Annabeth avait allumé bondit de buisson en branche, dévorant tout sur son passage. Une vague de chaleur déferla sur la forêt. Les assaillants se retournèrent en criant, aveuglés par la fumée. Robert profita de l'instant, frappant vite, brisant la jambe de l'un, projetant l'autre au sol avant de s'enfuir. Il courut vers la lueur, vers le danger, parce que c'était là qu'elle se trouvait. Annabeth se tenait au pied d'une crête, sa robe roussie, les cheveux humides de sueur, brandissant un bâton enflammé comme une épée. Elle toussa, ses yeux cherchant dans la pénombre. Quand Robert l'atteignit, il ne parla pas, lui saisit le bras et l'entraîna vers le sentier du ravin. Ils coururent ensemble, à moitié suffocants, à moitié brûlés, jusqu'à l'entrée d'une vieille grotte nichée au fond du canyon, un endroit que Robert avait autrefois utilisé lors de ses patrouilles d'hiver. À l'intérieur, l'air était frais, sûr, mais à peine. Robert s'effondra le premier, puis l'attira à côté de lui. Il gisait là, dans le noir, le souffle lourd, la peau marquée par la suie et les cendres. Elle grimaça de douleur lorsqu'il écarta doucement les cheveux de son visage. Une longue mèche de ses cheveux avait brûlé aux pointes, se recroquevillant en une boucle cassante. « Tu as mis le feu à la forêt, » dit-il, avec une pointe d'amusement dans la voix. « Juste un peu, » répondit-elle d'une voix rauque. « Tu aurais pu mourir. » Elle croisa son regard. « Je sais. » Il marqua une pause, ses doigts toujours emmêlés dans ce qui restait de sa chevelure. « Serais-tu morte pour moi? » Annabeth déglutit, la question faisant voler quelque chose en éclats. « Non, » murmura-t-elle, « je veux vivre pour toi. » La grotte devint silencieuse, emplie seulement de leur souffle et du crépitement lointain des pins en feu. Mais en eux, quelque chose de plus profond venait de s'embraser, et de ce feu-là, ils ne fuiraient pas. La ville de Dustwater était le genre d'endroit où les ombres se déplaçaient plus vite que les rumeurs. Robert n'avait pas arpenté ces rues depuis des années, pas depuis la guerre, pas depuis la fumée et les cris. Mais ce jour-là, il se tenait au fond d'un comptoir commercial bondé, le visage dissimulé sous un chapeau à large bord, et il écoutait. Clayton Reddick arrive d'ici la fin de la semaine, lança un homme par-dessus un tonneau de sucre et de haricots secs. Il a affaire avec le maire, ou peut-être quelque chose de plus personnel. Personnel comme une chasse à l'homme? Marmonna un autre. Robert se raidit. Il tourna les talons et sortit, la cloche au-dessus de la porte tintant derrière lui. En bas de la colline, à la lisière de la ville, Annabeth attendait dans un chariot emprunté à un fermier. Sa capuche était rabattue, mais ses yeux scrutaient chaque cavalier, chaque reflet d'argent sur une ceinture. Quand Robert s'approcha, elle parla sans le regarder. « As-tu entendu son nom? » « Oui. »« Alors c'est lui. » Elle plongea la main dans sa sacoche et en sortit un morceau de cuir tanné et roussi.
À moitié brûlé, noirci au coin, il avait été cloué à la porte de l'ancien poste de signalisation quand Robert l'avait trouvé, suspendue et laissée pour morte. Il portait un seul mot, gravé au fer rouge, amante d'Apache. Robert avait toujours pensé que les marques de brûlure étaient aléatoires, des symboles de haine, pas une écriture. Mais maintenant, sous la lumière du soleil, Annabeth passait ses doigts sur les bords. L'angle du A, la façon dont le P descend sous la ligne, ça a été marqué à la main, pas avec un poinçon. Et tu reconnais cette écriture? Annabeth hocha la tête. Riddick écrivait des lettres à mon père, des menaces, des avertissements, des offres. Ils partageaient la même haine. La seule différence, c'est que mon père utilisait l'or et Riddick le feu. Des lettres à ton père? Et une à Tewa. Sa voix se brisa. Robert resta silencieux. Il a menacé de pendre Tewa aux portes de la ville, le traitant de voleur à la peau de boue. Il avait tout écrit dans une écriture cursive et tordue, exactement comme celle-ci. Elle brandit à nouveau le cuir. Ses mains ne tremblaient plus. Robert le lui prit et fixa le mot calciné. Il ne nous traque pas seulement, dit-il. Il traque la mémoire elle-même. Il veut que tous ceux qui ont un jour aimé un Apache souffrent, murmura Annabeth. Il veut que le monde oublie que des gens comme Tewa ont existé. Alors nous devrons le leur rappeler. Robert n'avait ni insigne, ni armée, ni allié. Mais il avait une vérité et un feu intérieur qui ne s'était pas allumé depuis 15 ans. Ils établirent leur campement près des contreforts en dehors de Dostwater. Robert conçut un plan, fondé non sur les balles, mais sur la preuve. Cette nuit-là, ils consultèrent les archives de l'église en ville dans le vieux salon derrière la chapelle où les dons et les lettres étaient entreposés. Annabeth se souvint d'une lettre que son père avait brûlée après l'avoir lue, une lettre de Riddick, l'avertissant du déshonneur de sa fille. Elle était toujours là, la copie à moitié carbonisée. L'Église avait exigé des documents lorsque son père avait fait don de terre pour une remise d'impôts. Cette lettre contenait la menace, l'insulte et l'écriture inimitable. Robert la prit et l'enveloppa soigneusement. Ensuite, ils se rendirent à l'ancienne cabane du Marshal. Le nouvel adjoint était jeune, mais il écouta. Robert posa le morceau de cuir marqué au fer, la lettre de Riddick, et lui raconta tout, sans trembler, sans demander sa confiance. « Nous ne sommes pas venus pour pendre qui que ce soit, » dit Robert. « Nous sommes venus vous montrer la corde. » L'adjoint les regarda tour à tour, puis hocha la tête. « Riddick arrive vendredi. Il a rassemblé des hommes. Mais si tout cela est vrai, les gens devraient savoir qui ils laissent entrer chez eux. » Et Annabeth s'avança. « Je n'ai pas besoin qu'ils m'aiment. J'ai juste besoin qu'ils me voient comme une personne, pas comme une leçon de morale. » Robert la regarda, une lueur de fierté dans la poitrine. Ils n'étaient plus des fugitifs. Ils étaient des témoins. Le combat n'était pas terminé, mais le silence, lui, était rompu. Dostwater n'avait pas vu une telle foule depuis des années. Les habitants s'étaient rassemblés près des marches du palais de justice, non par ordre, mais par curiosité. Toute la semaine, des rumeurs avaient circulé sur un homme des montagnes, une femme traîtresse et un fantôme de la guerre revenu pour remuer de vieilles cendres. Robert Boone se tenait sous le soleil de midi, la sueur perlante à son front, mais sa voix ne faiblit pas. Devant lui se trouvait le maire Holt, modérateur réticent de la ville, et à ses côtés,
un petit comité d'anciens et d'adjoints qui feignaient de ne pas serrer trop fort les bras de leur fauteuil. J'ai ici, commença Robert en brandissant un paquet, une lettre écrite par Clayton Reddick à William Crawley, accusant sa propre fille de déshonneur et appelant à la mort de l'homme qu'elle aimait. Amaladi. Un murmure parcourut la foule. Robert posa la lettre sur la table, puis brandit un morceau de cuir brûlé. Et ceci, trouvé cloué sur une cabane où cette même jeune fille a été laissée pour morte, marqué à la main, avec la même écriture, la même insulte. Il balaya l'assemblée du regard. Beaucoup évitaient ses yeux. Quelques-uns, non. Vint ensuite la photographie. Robert la sortit de la poche de son manteau, une image granuleuse de la guerre, en noir et blanc, tachée par le temps. Elle montrait une rangée de soldats devant un village apache en flammes. Un homme se tenait au premier plan, grand, barbu, avec un revolver à long canon bien reconnaissable à sa ceinture. Cette arme, dit Robert en se tournant vers le comité, est unique, un pontet personnalisé, un chien à double cran. Seuls 6 exemplaires ont été fabriqués pour les capitaines de la milice du Wyoming. L'un d'eux appartenait à Clayton Reddick. Clayton se tenait sur le côté, les bras croisés. Il n'avait pas encore parlé. Il le fit maintenant. « C'est un cirque, aboya-t-il. Des histoires de guerre, des accusations venant d'un reclus et d'une femme qui a trahi son propre sang ?» Quelqu'un dans la foule murmura son accord. La voix de Reddick s'éleva. Nous parlons de gens qui ont pactisé avec des meurtriers, qui ont accueilli des sauvages dans leur lit. Et après, allons-nous les laisser élever nos enfants? Quelques hochements de tête parcoururent la place, mais pas tous. Puis vint une interruption silencieuse. J'y étais, croassa une voix. Un vieil homme sortit de l'ombre près du bureau du shérif, le dos voûté, la barbe blanche, une main agrippée à une canne en bois. J'étais le chirurgien de terrain de la milice la nuit du raid de Dustwater. Robert s'écarta. Le vieil homme s'approcha lentement de l'estrade, les genoux tremblants, mais la voix ferme. Reddick a donné l'ordre. Pas de quartier, pas de prisonniers. Il a dit qu'il voulait que la terre soit lavée. Nous avons attaqué avant l'aube. Nous avons tout brûlé. C'est cette nuit-là que la femme et la fille de Robert sont mortes. Reddick ricana. Mensonge d'un vieil ivrogne mourant. Le docteur le regarda, les yeux rougis mais clairs. Vous avez noyé votre culpabilité dans le whisky. J'ai enterré la mienne dans le silence. Mais un seul de nous deux rêve encore des flammes. Le maire pâlit. D'autres, dans la foule, baissèrent la tête. Et puis, Annabeth s'avança. Sans escorte, sans honte. Elle marcha jusqu'au devant de la foule, les mains le long du corps. Puis, sans un mot, elle tendit les bras derrière son dos et dénoua son chemisier. Des halètements coupèrent le silence. Sur son dos couraient de longues cicatrices torsadées, en relief comme des cordes, certaines encore rouges sur les bords, des blessures que ni le temps ni le tissu ne pouvaient cacher. La voix d'Annabeth était douce, mais elle portait. Ces marques n'ont pas été laissées par des lames apaches. Elles n'ont pas été faites dans les bois par des hommes de la tribu. Elles m'ont été infligées par des mains blanches, des mains chrétiennes, des hommes qui disaient « me sauver du péché ». Elle fit face à la foule, le regard inflexible. Tewa ne m'a pas enchaîné. Il m'a appris à cultiver la terre d'une main et à chasser le faucon de l'autre. Il ne me possédait pas, il m'écoutait, et il est mort en me protégeant.
Elle se tourna vers Reddick. Vous ne m'avez pas pendu pour punir l'amour. Vous l'avez fait pour le réduire au silence. Un silence de cendre pesa sur la place. Personne n'applaudit. Personne ne cria. Mais plus personne ne regarda Reddick de la même manière. La vérité avait été dite, non pas depuis une chaire ou par le canon d'un fusil, mais par la peau et la mémoire. Le feu de la justice ne s'était pas éteint. Il venait de naître. Clayton Reddick fut jugé par les siens, avec des mots aussi tranchants que des balles et des vérités plus lourdes que le fer. Il fut emmené sans honneur, sans foule, pour l'acclamer. La ville de Dustwater, autrefois fière de son silence, trouva alors la force d'écouter. Robert et Annabeth ne restèrent pas pour voir construire la potence. Ils partirent le lendemain avant l'aube, chevauchant vers les collines où les noms n'avaient plus d'importance, seulement le souffle, la terre et le ciel. Il leur fallut 3 jours pour atteindre la crête. La vieille cabane de chasse était toujours là, bien que la porte pendît de ses gonds et que les fenêtres fussent fissurées. Robert la répara en premier, non avec urgence, mais avec soin. Annabeth ramassa des aiguilles de pin pour la litière et prépara une décoction d'écorce contre la douleur. Il se déplaçait comme s'il l'avait déjà fait, comme si l'endroit les avait attendus. Les semaines passèrent. Ils défrichèrent un espace, creusèrent un puits, plantèrent des haricots et des courges. Robert construisit une pièce supplémentaire avec des mains qui se souvenaient d'autre chose que de la guerre. Annabeth peignit la porte avec de la cendre bleue tirée de fleurs sauvages. « Pour la paix !» dit-elle avec un doux sourire. Des gens commencèrent à arriver. Un garçon que ses parents avaient chassé pour avoir épousé une Cheyenne. Une femme avec une cicatrice sur la joue et nulle part où aller. Un cheval blessé, boitillant à cause de la balle d'un chasseur. La cabane n'était plus un lieu d'exil, mais un refuge. Robert la regarda grandir et sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Un soir, alors que le soleil glissait derrière la ligne de crête, teintant les montagnes d'or et de rouge, il remonta le sentier jusqu'à l'endroit où Annabeth se tenait près de la clôture. Il n'apporta pas de fleurs. Il ne s'agenouilla pas. Il resta simplement là, la poussière sur ses bottes, son chapeau à la main, le regard stable. « Tu n'as pas besoin de dire oui, » murmura-t-il. « Il n'y a pas d'alliance, pas de prêtre, pas de toast au whisky. » Elle se tourna lentement vers lui. « J'ai juste besoin de savoir, » continua-t-il, « que tu seras encore là quand le soleil tombera derrière cet arbre, et la nuit suivante, et celle d'après. » Elle s'approcha, posant légèrement ses mains sur sa chemise. « Tewa n'a été que ma première tempête. Il a brisé les verrous de ma cage. Il m'a appris le feu. » Elle leva la main et toucha le visage de Robert. « Mais toi, » sa voix trembla, « tu m'as appris l'apaisement, que l'amour n'a pas besoin d'être un éclair pour être réel, qu'il peut être le son du bois qui craque au clair de lune, l'odeur de la fumée sur la flanelle. » Robert ne dit rien. Il ferma seulement les yeux, son front contre le sien. Elle chuchota. « Demain n'est qu'un souvenir. Toi, tu es mon lendemain. » Ils ne se marièrent pas selon la loi. Ils ne prononcèrent pas de vœux devant témoins. Mais à partir de cette nuit-là, le vent sembla plus calme à travers les arbres, et le feu à l'intérieur de la cabane ne s'éteignit jamais. Des mois plus tard, une lettre fut trouvée, glissée entre les pages d'un livre donné à l'école de Dustwater. Elle ne portait aucune signature, mais l'écriture était élégante, féminine, assurée.
J'ai été aimé par un guerrier qui tenait mon cœur dans ses mains comme une lame, féroce, brillante et affûtée par le poids de 1000 batailles. Aujourd'hui, je vis avec un homme qui tient mon cœur comme la terre, douce, stable et assez forte pour qu'on y plante quelque chose. L'un m'a appris à me battre, l'autre m'a appris à rester. J'ai appris que l'amour ne se prouve pas par la force des cris ou la distance de la fuite. Il se prouve par le temps que l'on reste quand le feu est éteint et que les nuits sont calmes. Il n'est pas mon ravisseur, il n'est pas mon sauveur, il est simplement celui qui est resté, et cela suffit. Au cœur d'une terre sculptée par le vent et le feu, deux âmes, autrefois brisées par la guerre, par le sang, par la perte, trouvèrent quelque chose qu'elles ne pensaient plus jamais ressentir. Pas seulement la survie, mais la paix. Pas seulement le souvenir, mais une raison de rester. Robert et Annabeth ne furent jamais célébrés par les cloches d'une église ou loués dans un livre d'histoire, mais leur histoire perdure. Dans la cabane sur la crête, dans les fleurs sauvages bleues qui éclosent chaque printemps, et dans la certitude tranquille que l'amour librement choisi peut survivre même aux plus profondes cicatrices. Merci d'avoir suivi cette histoire sur Amour du Far West, où les cœurs osent encore battre dans la poussière et le silence de la frontière. Si ce récit vous a ému, s'il vous a fait croire aux secondes chances, à l'amour qui guérit et à la force de choisir la bonté plutôt que la peur, abonnez-vous à Amour du Far West et chevauchez à nouveau avec nous, car ici, chaque amour laisse une trace,